Je me présente, je m'appelle Yara Djafoun, je suis la présidente du JPM. Je vais juste peut-être appuyer un petit peu ce qu'on fait au JPM pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi on est au JPM, et surtout à quoi ça sert en fait le JPM. Et en fait le JPM, comme on l'a dit tout à l'heure, Ertine, 70% des PME du secteur privé, c'est des PME. Ils payent 20% des recettes fiscales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus gros potentiel inexploité du secteur privé, c'est les PME. Et on a aussi des cadres dirigeants qui sont les plus grandes entreprises qui payent 80% de la recette fiscale. Ça veut dire que avec le JPM, on peut toucher tous ceux qui prennent des décisions tous les jours. Et en fait, avec le secteur privé qui grandit, on se dit qu'on n'a pas besoin de faire de grandes choses. Et c'est pas le secteur privé qui grandit, c'est les dirigeants du secteur privé qui grandissent pour pouvoir faire grandir le secteur privé. Et c'est ce qu'on fait avec les activités aujourd'hui, comme l'afterwork, comme tous les partages qu'on fait. Les afterwork, c'est la seule activité qu'on ouvre à tous ceux qui ne sont pas membres, parce qu'on veut partager toutes on va dire, ces données économiques qui sont essentielles pour que chacun puisse grandir dans son entreprise. Et j'espère qu'ici vous allez trouver ce que vous cherchez. Aujourd'hui, on a un super panel sur le thème de construire une marque vite à Malaga sur la scène internationale. Pourquoi ce thème? Parce qu'on exporte beaucoup sans transformer et on produit beaucoup localement sans exporter. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui de transformer Madagascar, de produire à Madagascar, d'avoir un nom qui est à Madagascar et que ce soit un nom qui soit porté à l'extérieur et pas juste le produit pour que les entreprises soient beaucoup plus solides à l'international? Parce qu'en fait, des produits, c'est exporté via des accords, via des gros clients, mais c'est pas via des structures. Et c'est qu'avec des marques qu'on peut exporter via des structures. Donc aujourd'hui, on a un super panel avec Wouns Radzakov que je vais demander de se lever, qu'on va applaudir. Tu peux encore rester sur ta chaise, je t'appellerai après. Qui est le CEO de Minimad. Vous connaîtrez leurs entreprises plus tard, on va les présenter. On a aussi Ryan Kelly, qui est là. Ryan Kelly, comme son nom l'indique, est américain. Il parle français. Non, il parle pas français. Il parle anglais. Donc, quand je poserai une question en anglais, vous saurez que c'est pour Ryan. On a Giuseppe Pocobelli de Morebelli. Et on a Farana, des ateliers Feel Good Atelier. J'ai avec vous, Ryan, Tepi, Farana, à venir nous rejoindre. Pour pas stresser tout le monde. Alors on va passer une petite heure à discuter ensemble, faire une petite séance de questions-réponses. Et vous aurez la parole quand j'aurai fini de la prendre. Le micro va passer dans l'assistance et vous pourrez poser des questions. Et il faut, je pense, un autre micro pour les intervenants qui est juste là. Alors c'est très important de voir les vidéos pour qu'on puisse comprendre au fait que l'idée aujourd'hui c'est vraiment de transformer localement et de relever ce challenge, de se dire que c'est possible de faire des choses à Madagascar. Donc je vais commencer par Wouns. Donc Wouns, tu es le CEO aujourd'hui de Minimad qui a les marques Spark et Shuko. Et comme on a vu tout à l'heure, les marques Spark et Shuko sont faites en Chine. Vous n'avez pas vu, ils ne ressemblent pas trop à des malgaches. Mais ce qui est intéressant dans l'entreprise Minimad, c'est qu'ils ont décidé de produire à Madagascar alors qu'ils peuvent déjà le faire en Chine. Donc c'est ça que j'aimerais explorer aujourd'hui. Déjà, quelle est cette marque Spark? Quel est son ADN? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui anime le fondateur Hugues qu'on a vu sur la vidéo? Et pourquoi, diable, faire ça à Madagascar? Bonsoir, merci Lilia pour cette opportunité. Alors, donc, le groupe s'appelle Minimax et le groupe est parent des marques Shuko et Spark. Alors, nous concevons et nous fabriquons et commercialisons des miniatures, essentiellement des voitures pour le sport automobile, mais aussi des voitures de route normale, et aussi des casques comme vous l'avez vu. Alors ce sont des produits qui sont fabriqués sous licence et que nous commercialisons envers les constructeurs automobiles eux-mêmes, les équipes de Formule 1,
et aussi des pilotes, par exemple, sur les casques. Et bien entendu, nous vendons directement aussi aux collectionneurs ou amateurs de sport automobile. Le groupe a été fondé en Chine par Ugriper, que vous avez vu sur la vidéo, et l'usine que nous avons vue est une des usines que nous avons en Chine. Nous avons 2 usines en Chine, et donc depuis 9 ans, nous sommes aussi sur Madagascar. Nous avons actuellement 500 personnes à Madagascar, et nous avons commencé par assembler tout simplement des pièces qui venaient de Chine, mais au fur et à mesure, nous avons adopté une intégration verticale et avons commencé à fabriquer ici toutes les étapes de la production. Aujourd'hui, on fabrique 90% ici à Madagascar et exportons donc directement vers les clients qui sont en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Pourquoi Madagascar? En fait, premièrement, moi personnellement, Ugriper est un ami d'enfance, on s'est connus à Aix-en-Provence. En France, il y a bien des années, quand nous étions beaucoup plus jeunes. Et ensuite, il a commencé à travailler en Chine. Moi, j'ai commencé à travailler beaucoup sur l'Asie. Et quand j'ai vu sa production, je lui ai dit, tu sais, ça, c'est quelque chose que les Malgaches sauraient faire. Il faudrait que tu viennes voir comment ça peut être fait à Madagascar, parce que je pense que ça colle bien à l'habileté que les Malgaches ont. En accéléré, quelques années plus tard, il y a 10 ans, on vient ici et on fait un petit test avec un groupe de travailleurs, d'ouvriers, donc, dans un garage, un 4 watts. Et là, il est étonné, il dit, c'est vrai, c'est super, c'est étonnant, ils apprennent super vite et on voit vraiment cette habileté, cette dextérité qu'ils ont. On décide d'embaucher plus de monde, donc on est passé rapidement à 100 personnes, à 200, 300, on a changé de local et nous sommes aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, 500 personnes et au fur et à mesure, on a augmenté la valeur ajoutée que l'on génère ici. Cette habileté des travailleurs, il y a aussi bien entendu un cadre juridique qui est incitatif. On est une entreprise franche parce qu'on exporte la totalité de notre production. Et je dirais, un troisième facteur, c'est que, bon, pour moi, en tant que Malgache, il était important d'investir ici à Madagascar et de créer de la valeur ici. Bon, ça c'est le côté, disons, que nous connaissons tous, le côté peut-être que l'on voit sur les catalogues ou officiels. Après, il faut être honnête, c'est dur. C'est pas quelque chose qui se fait tout doucement, tout sans embûche. On me demande souvent est-ce que tu l'aurais refait? Je me pose encore la question. Mais est-ce que tu as des regrets? Zéro. Pas de regrets du tout. Je pense qu'on a essuyé des plâtres avec les lourdeurs administratives, avec la difficulté à l'accès et au prix de l'énergie. Aussi, la difficulté à trouver, à former des gens. On a du savoir-faire, mais il y a aussi un savoir-être qu'il faut qu'on développe davantage. Et ce qui est important, c'est notre crédibilité à nous, parce qu'avant de fabriquer à Madagascar, ce qui est important, c'est qu'on a des interactions avec des Malgaches, il y a des négociations avec des Malgaches, il y a des offres, il y a des contrats signés avec des Malgaches. Comment nous, on se comporte vis-à-vis de ces interactions-là et avec les investisseurs? Tout ça, ça vient en amont et je dirais, c'est par notre attitude, notre savoir-être que l'on compense peut-être les challenges que l'on a en tant qu'entreprise ici. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages, mais aussi des gros challenges qu'il faut qu'on surmonte. Est-ce que je continue ou... Bon, je vais m'arrêter là pour le moment, je vais laisser un peu la parole aux autres. On aura tout le temps de parler des challenges et je pense que c'est le but d'aujourd'hui. Ryan, so you've been the former CEO of Beyond Good Chocolate and now you go from being an employee who basically did everything
to being a founder of a company. Can you tell us a little bit more about what you've been doing so far with Beyond Good Chocolate and how did you take it to that level? And what is the difference between being an employee and then being a founder of a company? Voalohany indrindra misaotra betsaka anareo tompoko lahy sy tompoko vavy. Miala tsiny fa ny teny frantsayko ohatra niveau zazakely dia ataoko teny anglais. Okay? So I've had a few different lives in Madagascar. I've been here about 15 years, and most recently I was working with Beyond Good Chocolate and Vanilla. It's a company that used to be known as Madagas. It rebranded to Beyond Good, and it exports chocolate, finished chocolate from Madagascar into the United States, where it's sold in the largest retailers. So you go into Whole Foods, which is the top market for specialty food. You're going to find Beyond Good on the shelf. We had rotations in Costco. We have vanilla products in Costco. In supermarkets in every state in the United States, you had chocolate, which is grown in Ambanza. The cacao is grown in Ambanza. It's transformed to chocolate in Antananarivo, and it's shipped in a refrigerated container to the United States, where it's going straight into supermarkets. And it was an amazing operation to be part of. It was founded by a friend of mine, Tim McCullum, who's still the CEO of the company. And I came back to Madagascar in 2020. Beyond Good had just taken over management of the chocolate factory from the local partner. And they needed somebody that had operated a Zone Franche and liked Madagascar. And before I had done Zone Franche, and I liked Madagascar. So I learned how to make chocolate, and we started with a factory. I forget how many bars of chocolate we did, but we probably grew it 8 to 10 times the size in 2 years in the middle of COVID. And to build a world-class chocolate factory in Madagascar, which is certified by the FDA, certified organic, all the certifications, to get the quality the same as the factory that was producing the chocolate previously, but in Italy, and to satisfy customers across the US, it was a great source of pride for me, for the entire company, but for the team. We had about 100, 120 employees at the factory. And I have to say, it was an amazing team to be part of. They're super motivated. They got things done. We were always willing to receive the challenge of the day. There was always a challenge every day. And it was, okay, we're ready. What is it today? And as soon as we found out the challenge, the team actually got happy. Okay, now we know the problem today, let's solve it. So that was Beyond Good. I did that for 3 years. And if I describe myself in Malagasy, I'm a little bit mafilua. And I'm never going to work for somebody for my whole life. I loved building the factory. I loved getting it up to capacity. And I wanted to do something different. I've been in Madagascar 15 years, and many people are doing vanilla and spices and all sorts of great things. But I wanted to do something nobody else has touched. So I looked into coffee. I probably drink more coffee than my doctor would say is healthy. So it's a personal passion, and I drove around the country and found every farmer I knew that had coffee, and I bought samples and samples and samples. We brought it to Dégustateur abroad, and we identified where there's good coffee and where there's coffee with potential. And we also started to understand where the blockages are. If you go back 30 years, Madagascar is one of the largest coffee exporters in the world. And due to some policy changes and due to external economic influences, the sector collapsed. So I think in 1990, Madagascar exported about 60,000 tonnes, and in 2024, it exported 400 tonnes. So just a massive drop in the quantity of coffee. If you talk to the farmers in the southeast, they used to all grow coffee. They still have coffee, but nobody makes their money on coffee anymore. So MCC is a passion project of mine, and we're committed to revitalizing the coffee sector here.
We're not going to do it alone. There's other companies that are going to do it with us. That's awesome. They're going to do it themselves. We think the market is big for everyone. And we've had a great first year. We've exported to Japan, which is probably the top coffee market in the world, the United States, France, and England. We've grown our portfolio over the year. We have 1 million challenges, but that's normal. And maybe to answer the question, the difference between being COO and CEO is when you're COO, you have to do all the work, and you think that the CEO takes all the decisions and sits back. When you're CEO, you're recruiting all the time. Okay? You're looking for talent, you're talking to customers, and you're securing financing. And those are probably the big 3 things I do all day. And my current equivalent of a COO runs a business, and they do a great job. So that's been my transformation. Je vais t'appeler Pépi. Bon alors, Morébelli, comment cette histoire elle a commencé? Pourquoi elle a commencé? Et aujourd'hui, Morébelli, qu'est-ce qui anime, parce que vous êtes 2, qu'est-ce qui anime aujourd'hui les fondateurs de cette marque? Vraiment en tant que marque. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Liliane de nous avoir invités à cette soirée. Je me sens vraiment honoré de participer à cette discussion. Donc, Morébelli, nous sommes 2 associés, Aurélien Moret et Giuseppe Pocobelli, d'où le nom Morébelli. Pocobelli, ça veut dire un peu joli. Morébelli, ça veut dire plus joli. Donc, c'était là la création du nom de l'entreprise. On n'est pas allé très loin pour la chercher. Moi, je suis donc gémologue et je suis arrivé à Madagascar en 1997 et j'ai évolué dans la pierre uniquement. Donc, j'avais une taillerie de pierres précieuses ici avec mon papa, Anna Lamaïtz, et on exportait des pierres taillées dans le monde entier. À partir de 2004, je m'étais mis à mon compte et dans la même année, il y a Aurélien Moret qui est venu à Madagascar et lui s'est lancé dans la bijouterie. Et donc, on était confrères et on se voyait, on s'est côtoyés, mais pas plus que ça, jusqu'en 2012, où je suis tombé sur un lot d'aigle marine vraiment fantastique. C'était le plus beau trésor de ma vie. Et je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter tout seul. Donc, il m'a fallu un partenaire pour partager ce trésor. Et donc, j'ai appelé Aurélien s'il était d'accord pour acheter ce lot de pierres important avec moi. Chose que nous avons fait. Et on ne pouvait pas vendre en fait les pierres telles qu'ils étaient. Il fallait les tailler et les vendre taillées pour pouvoir partager les bénéfices. Et donc, pendant ces 6 mois où nous avons travaillé sur la transformation de ce lot de pierres, nous avons fait vraiment connaissance et l'idée était de faire quelque chose ensemble. Puisque lui, il était dans la bijouterie à l'époque et que moi, je faisais les pierres. Alors, on s'est dit, il y a de quoi faire ensemble. Et on a décidé de créer Morébelli donc en 2012. Et depuis ça, c'était vraiment une success story incroyable parce qu'on n'a fait que s'accroître. On avait au début juste 2 lapidaires et 2 bijoutiers, une femme de ménage, un bureau de 40 mètres carrés. Et on a acheté des pierres, on les a taillées. On a reçu des clients en fait sur invitation pour faire des bespoke jewelry, donc de la joaillerie sur mesure. Et on a continué comme ça, toujours en ajoutant un peu de personnel, un peu de nouveaux outillages. Et très rapidement aussi, on a commencé à vendre nos pierres en fait à Hong Kong sur le marché international. Et ça, c'était vraiment un moment de déclic pour nous, puisque avant d'aller sur ce salon pour vendre des pierres, on ne pouvait pas acheter une pierre sans déjà penser qui étaient les clients qui pouvaient l'acheter derrière nous. Donc on était tout le temps coincés. Une fois qu'on avait ce marché qui s'est ouvert à nous, on savait qu'on pouvait y aller, on pouvait juste produire des belles choses, on était sûr que derrière on pouvait les vendre. Et on a avec les bénéfices de ce commerce, on a investi de plus en plus dans la joaillerie. Et les grands changements pour nous, puisqu'on fabriquait la joaillerie à la main avec des bijoutiers locaux,
c'était qu'on a commencé à investir dans la technologie, les ordinateurs, l'impression 3D, et qu'on a commencé à fabriquer des bijoux donc d'une manière professionnelle, comme aujourd'hui tous les ateliers de joaillerie le font. Et c'était d'ailleurs la vidéo que vous avez vue, qui est une très vieille vidéo. Et il y avait Julien à l'époque qu'on a fait venir de Valence, il avait fait une école des arts et métiers, et en fait on l'a fait venir à Madagascar pour nous apprendre la technologie. Donc nous on avait acheté les matériels, mais on ne savait pas s'en servir. Et puis Julien il était venu, il avait un contrat de 2 ans pour ensuite laisser la place à des comment dire, des maquettistes 3D malgaches qu'on a formés chez nous. Et c'est à partir de là qu'on a produit de la joaillerie, pas sur commande, mais seulement des choses qui nous plaisent. Et aussi en cohérence avec une image de marque. Et c'est comme ça que Morébéli il est devenu le joaillier de Madagascar. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons une reconnaissance. Et si quelqu'un porte un bijou Morébéli, je pense que les gens qui sont initiés le savent. C'est une qualité de très haute. C'est une très belle qualité de joaillerie. Je ne dis pas de haute joaillerie. Et nous sommes fiers de fabriquer ça ici à Madagascar à partir uniquement des matières premières de Madagascar, c'est-à-dire l'or brut et les pierres brutes, jusqu'au bijou fini. Donc notre business model, en anglais on dirait mine to finger, ça veut dire de la mine jusqu'au produit fini. Il n'y a aucun intermédiaire sauf Morébéli. Et donc on est, je crois, le seul joaillier au monde aujourd'hui qui a une traçabilité de ces produits de A à Z. Et ça, c'est quelque chose dont on est très très fiers. Voilà. Alors Farhana, toi tu produis déjà pour d'autres marques et je pense que c'est comme ça que tu as commencé Feel Good et tu as décidé de créer ta propre marque que tu commercialises sous ton propre nom du coup. Comment est-ce que tu es passé de produire pour les autres à produire pour toi-même et pour ton propre nom? Pourquoi tu l'as fait et comment tu fais? Ok, alors les ateliers Feel Good sont nés en 2015. En fait, le groupe Feel Good, c'est 3 activités aujourd'hui. On a les ateliers Feel Good, donc on produit pour les grandes marques à l'international des articles haut de gamme, faits de raffia précisément, également du textile, de la broderie fine et de la haute couture. Donc ça, c'est les ateliers Feel Good. On est né en 2015 avec 5 artisans. Et aujourd'hui, on est 1200 femmes artisans. Après, la deuxième activité, c'est l'école Feel Good, où on a des programmes de mentorat pour les femmes, précisément, particulièrement, je veux dire, les femmes entrepreneurs, donc performance en entreprise et développement personnel. Et puis la troisième activité, pour présenter, ce sont nos marques qu'on a créées de zéro. Il y a 2 marques. La première, elle s'appelle Woman to Woman. Et la deuxième, c'est Madame Feel Good. Et les 2 marques ont leur histoire, sont complètement différentes, sont pour des cibles différentes. Et donc, comment on en est arrivé là? C'est qu'en fait, on crée pour des grandes marques à l'international, des grands noms, et on s'est dit, pourquoi ne pas faire aussi notre marque et avoir une voix malgache? Parce que on se dit, les gens achètent des produits de Madagascar, mais pas avec la voix des Malgaches, la culture, la tradition, l'histoire de Madagascar. Et c'est ça en fait qui nous a poussé à faire connaître Madagascar. Déjà les ateliers Feel Good, la fierté numéro 1, c'est de dire ok, on est capable à Madagascar de produire des articles qui se trouvent dans des endroits merveilleux comme l'avenue Montaigne, comme à New York. Et ça, les filles, les femmes chez nous qu'on appelle nos mains d'or, elles sont super fières parce que elles se disent, c'est nous qui faisons ça. Donc ça, c'était la grande fierté. Puis après, on s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin, en fait? Parce que là, on le fait pour les autres. On le fait pour les grands noms de LVMH. Mais pourquoi nous, on ne serait pas nous-mêmes un grand nom? Qu'est-ce qui nous empêche d'être un grand nom? Parce qu'en fait, c'est une histoire de design, de storytelling, pas inventée, alors que nous, on a une vraie histoire. Certaines marques, pour qui on vend, il arrive que ce soit du storytelling créé, c'est du marketing. On invente une histoire autour du truc pour que ça se vende. Mais nous, on a une vraie histoire. On a des femmes, on a une tradition, on a des cultures, on a des mains d'or, vraiment. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire les 2 marques.
Woman to Woman et Madame Feelgood, qui sont deux marques totalement distinctes. Et je ne veux pas être trop longue mais je veux vraiment laisser de l'espace pour vos questions surtout. Merci Farhana. On parle de cette transformation locale du coup qui est un vrai challenge. Du coup, je me retourne vers toi, vous qui connaissez du coup la grande différence entre produire en Chine et produire à Madagascar. Est-ce que les challenges que vous rencontrez pour produire localement, est-ce que ce sont des désavantages concurrentiels par rapport à d'autres pays? Et est-ce que tu penses que ce que vous faites aujourd'hui sur Madagascar, est-ce qu'on peut le faire mieux ailleurs? Est-ce que vous le faites mieux en Chine? Alors, pourquoi déjà on n'est pas seulement en Chine, on n'est pas uniquement en Chine. C'est des facteurs au-delà de ce que j'ai raconté tout à l'heure par rapport à l'histoire plutôt personnelle qui nous a emmenés ici. On a voulu diversifier en fait nos lieux de production parce que les coûts augmentaient en Chine et puis de plus en plus il fallait diversifier, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y avait d'autres choix, notamment mon associé avait visité aussi le Bangladesh, je crois le Sri Lanka, qui sont des pays aussi attractifs, où la main-d'œuvre est accessible, où des infrastructures sont même meilleures que ceux que nous avons à Madagascar. Mais voilà, le choix sur Madagascar c'est fait à cause de cette dextérité de la population. J'aime bien l'expression des doigts d'or que nous avons ici, et la rapidité à apprendre en fait. Parce que les différents métiers que l'on a, c'est pas tout simplement de l'assemblage, ça commence par des dessins 3D, on fait de l'impression 3D, on fait de la sérigraphie, on fait de la peinture aussi localement, et nous, ici, nous apprenons très rapidement. Donc, nous sommes capables de vraiment acquérir les différentes technologies, les différents corps de métier ici, rapidement. Là où nous avons un challenge encore, c'est le volume. Avoir une cadence rapide et tout en maintenant la qualité. Bon, il y a le Mouramour qui est là, et c'est quelque chose auquel qu'il faut comprendre comme base de départ, mais c'est tout un travail de disséquer ce Mouramour et de l'accélérer. C'est pas évident. Je crois qu'il y a des livres on en discute souvent avec des amis, il y a des livres encore de management à la malgache qui doivent être écrits ou qui doivent être regroupés, parce que c'est vraiment pas évident. On ne le trouve pas dans les livres disponibles. Alors bon, si à bon entendeur salut, s'il y a des recettes, on est preneur aussi. Mais c'est ça un des challenges qu'on a. La qualité est là, le savoir-faire est là, mais il faut industrialiser ça. Donc, voilà, pour répondre plus précisément à ta question, il y a d'autres endroits où c'est possible de le faire, mais on a choisi de le faire ici, encore une fois parce qu'on est malgache et qu'il y a un potentiel qui est à extraire, qui est à exploiter, et on est prêt à affronter les différents challenges qui sont devant nous. Ryan, you said that the chocolate can be found at Costco, Whole Foods. And I think one of the questions that everyone wants you to answer, how did you get the product on the shelves in America? So the Beyond Good story evolved over probably 15 years. And at the very beginning, it was buying chocolate from another manufacturer in Madagascar with the correct labels, carrying it in the valise, and going in New York City, store to store, saying, will you please carry this chocolate in your store? And what US retailers want to see is the data story. They want to see numbers, okay? So last year I sold this much, now I sold this much, now I sell this much, now I sell this much. And you have to be able to show forward momentum
And in addition to that, you have to have a story that they believe in. Okay? Buyers, they're good people, but they have a pretty boring job, right? They get 100 samples a day. Who knows what's good? They're getting complaints that what they bought last time was not good. And they're always looking for the next thing, and they have to believe. So you need to bring them two things. A story that probably gets their passion excited and rationally works. And then number two, you have to show them some sales traction. And if they have those two things, I think especially with a story like Beyond Good, where it's manufactured in origin, it's fair to farmer, it's great for the environment, they want that to succeed. And when you can get a buyer behind you, that's the first step. To get the first buyer meetings, my largest suggestion is find a partner that has worked in the industry. Okay? You can hire them as a broker, you can hire them on commission, you can bring them on as a partner to your business. But especially in the food industry, it's like, I don't want to say mafia, but it's like a mafia, okay? It's, you were a buyer, and now you become a broker, and you call your friends to tell them, I know this, I know that. And if you don't know that network, it's so hard to get in the door. So what you need to do, you can go on LinkedIn, you can talk to other brands, who did you use? And you try to find a good broker, and you have to really squeeze your brokers, because brokers will always ask you for more money, more shows. But you have to hold them accountable to results. So it's not an easy task, but the best way to break into food chains is you need to go through brokers that understand the system, because it's very difficult for you as a brand to learn that system. It takes years and years, and the broker should help you get your compliance, your certifications, and file all the paperwork. With Madagascar Coffee Company, is that the strategy that you had? Because you're starting from zero. Yeah, so MCC is really starting from zero. My first partnership was with a broker. He was a buyer of coffee for 15 years. And for various reasons, he's very passionate about coffee in Madagascar. And I said, hey, I'll get the coffee, can you sell it? And he's like, yep, I can sell it if you can get it. So it was a really nice partnership from day one. And the best part about him is he's involved in the supply chain and I'm involved in the sales, so there's a lot of overlap. In addition to that, we're trying to break through and go direct to customer. There's a lot of issues with that with coffee compared to chocolate. People in the United States, which is the market we're looking at, they want coffee roasted within 2 weeks. And to ship coffee freshly roasted from Madagascar, to get all the paperwork and on a flight, etc., the expense, it's not possible. But we find very niche groups in the States that are very excited about the coffee. And so we're working on building out those channels. It'll probably be over the next 2 or 3 years. Will we be on supermarket shelves? Maybe, but we'd have to roast in the United States. But we're going to look at those. I look at it more iterative. And we're going to keep learning as we go, and every year the business will change, but that's what makes it exciting. Merci. Pépi, avec Morébelli, vous exportez. Il y a tellement de pays possibles où on peut le faire. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir les marchés sur lesquels vous voulez vous positionner en termes d'exportation? Et comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que cette marque se retrouve, que ce soit la même à Madagascar et ailleurs? Merci. Donc pour nous, c'était Madagascar, en fait, notre point de départ. Et nous avons commencé à produire ici, localement, et pas du tout pensé à exporter. Et c'est à fur et à mesure qu'on a investi dans la production que nous avons vraiment tout mis en œuvre pour avoir un produit de très très grande qualité. C'est là que, en fait, ça s'est fait tout seul. C'est pas nous qui avons cherché l'exportation ou quoi que ce soit. Aussi, nous ne sommes pas dans la même dynamique que les autres intervenants ici, puisque nous travaillons avec des ressources non renouvelables et extrêmement rares. Et comme nous travaillons des pierres d'exception, ce ne sont pas des choses qu'on trouve en grosse quantité. Donc nous, on est tout au contraire, on est dans un travail de qualité, du détail, de minutie, et ça fait que notre production a tout d'autre
standard que celle de Ryan ou Farana. Et en produisant donc ces produits de luxe, c'est les gens qui sont venus vers nous par curiosité, puisque nous avons produit aussi quelque chose qui est hors du commun dans le monde de la joaillerie. Quand vous allez dans une joaillerie n'importe où dans le monde, 95% des pierres qui sont montées sur les bijoux, ce sont des diamants. Blanc, 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 diamant plus gros, 5 carats, 5,5, 6, 7, rond, c'est totalement mieux. Alors que nous, puisqu'on est arrivé à Madagascar et que Madagascar nous offre cette panoplie des pierres de toutes les couleurs et avec une qualité incroyable sur tout ce qu'on trouve ici, nous sommes ravis de mettre en valeur ces pierres-là, qui ne sont pas communes, mais ce sont quand même des pierres de joaillerie. C'est-à-dire, si vous allez chez Van Cleef à Paris, vous allez trouver des spécialties, vous allez trouver des spinels, vous allez trouver des mantoïdes, des tourmalines, des aigues marines, etc. Et nous nous sommes positionnés dans cette niche. Nous ne sommes pas dans une production de mass market. Ça existe aussi dans le monde de la joaillerie, mais nous n'avons surtout pas envie de faire ça, puisque nous sommes passionnés des pierres, des joailleries, et nous ne voulons pas être menés par des commandes, par des dates de livraison. Nous voulons faire ce qui nous plaît. C'est notre passion et on le fait avec amour, et c'est ça qui différencie Morebelli, et ça c'est récent donc à l'extérieur. C'est vraiment ça notre stratégie. Faire avec amour, je pense que c'est une bonne transition vers Farana, avec tes deux marques, parce que je pense que l'industrie de la mode, c'est une concurrence énorme sur le plan international. Il y a, je sais pas combien de marques de sacs de raffia. Comment est-ce que toi tu fais pour te différencier dans ce secteur-là, qui est hyper concurrentiel, et comment tu distribues tes produits et fais connaître ta marque? Alors, moi, quand j'ai voulu créer des marques, une marque en premier, on m'a dit non mais Farana, pas du tout, aucun rapport, il y a tellement de marques, tape juste sac en raffia sur internet, tu verras tout ce qui sort, jamais tu vas t'en sortir, c'est impossible. Et en fait, je crois que ce qui fait la particularité de chaque marque, c'est l'ADN derrière la marque. Et l'ADN, ça vient souvent de la personne qui crée et qui design et qui pense la marque. Et Woman to Woman, c'est une marque qui a été pensée pour faire honneur à Madagascar et aux femmes de Madagascar. Donc, moi, c'est venu de l'idée de, ok, je vois ces femmes-là en train de faire le raffia, en train de faire les sacs pour ces grandes marques. Je vois ces sacs être vendus à 1700, 2000 euros le sac. C'est qu'il y a une histoire, je veux dire, il y a quelque chose derrière qui est vrai. Et c'est ça, Woman to Woman, c'est de mettre en avant la tradition, la culture de Madagascar, l'histoire de Madagascar, l'histoire de la reine, l'histoire de ses mains d'or, et aussi la sororité entre les femmes, la bienveillance entre les femmes, parce qu'on a réussi, avec beaucoup de difficultés, hein, ça a été compliqué, mais on a réussi à créer une cohésion d'équipe, une équipe où nos groupes d'artisans s'entraident, sont solidaires les unes avec les autres, et je trouve ça magnifique. Et je déplore le fait, et ça se chevauche aussi avec ma deuxième activité, qui est l'activité de mentorat et de formation pour les femmes. Je vois beaucoup avec mes clientes des femmes qui souffrent du fait que les femmes se mettent des bâtons dans les roues, elles se comparent les unes aux autres en permanence. Quand une femme réussit, souvent on la regarde, oui, avec inspiration, mais quelque part, il y a un truc qui dit ouais, pourquoi c'est pas moi, et pourquoi c'est elle, et pourquoi elle a réussi. Et il y a une part de jalousie, il y a une part d'envie, il y a un truc qui déconne encore beaucoup, parce que on n'a pas assez cette confiance en nous pour dire ok, on va s'élever ensemble, on va faire les choses ensemble, on va vraiment s'aider, mais pour de vrai. Et quand on sera toutes en haut, on normalisera le succès à grande échelle dans la main des femmes. Et c'est ça, Woman to Woman, c'est de créer, je dis toujours, not the only star, but among the stars. C'est vraiment de créer une constellation de lumière, d'étoiles, de femmes étoiles qui réussissent ensemble. Et donc, c'est l'histoire de chaque sac. Chaque sac de la marque est pensé comme ça. Après, Madame Feelgood, c'est une marque qui est complètement à part. C'est une marque un peu plus confidentielle, un peu plus privée, un peu plus haute couture, qui
voilà, c'est un club dans lequel on rentre et où on a accès à plusieurs choses pour le bien-être des femmes. Donc c'est une marque qui est stylée mais qui accompagne les femmes dans leur bien-être. Et donc, pour répondre à la question, comment je fais pour que ça soit différent, en fait, ça vient simplement de ce que j'ai imaginé et de ce que après les équipes ont imaginé avec moi et ont rendu possible, qui fait que ça ne peut pas être pareil qu'une autre marque, parce que, par exemple, Madame Feelgood, chaque pièce est une œuvre d'art et elle raconte une poésie. C'est de l'art, donc une œuvre d'art ne peut jamais être comparée à une autre. Et donc, est-ce que ça va parler à la femme, à la cliente, et est-ce qu'elle aura envie de l'acheter ? Parce qu'il y a cette poésie derrière. C'est encore une belle transition sur ma dernière question qui sera la même, je pense, pour chacun. Est-ce que le fait de produire à Madagascar, en tout cas de venir de Madagascar, est-ce que ça fait partie de votre argumentaire commercial ? Est-ce que Made in Madagascar, ça fait vendre ? Alors, bien entendu, nous, la marque, elle n'a pas été créée ou lancée d'ici. C'est une marque qui existait déjà. Ce sont des marques qui existaient déjà et qui avaient donc acquis leur renommée avant que la décision soit faite de produire à Madagascar. Mais il nous appartenait de maintenir cette image de marque, justement. Et en toute honnêteté, au début, c'était pas évident. Parce qu'on commençait à voir en Chine, bien entendu, de par le nombre d'années, l'expérience qu'on a acquise là-bas, les produits, ils étaient meilleurs en Chine au début. Donc, on essayait de ne pas trop mettre en avant que les produits étaient faits à Madagascar. Enfin, on ne cachait pas, bien entendu, qu'ils étaient faits à Madagascar, mais ce n'était pas un argumentaire commercial. Par contre, voilà, les retours que l'on a eus nous ont permis, je vous ai dit tout à l'heure, on apprenait vite et très rapidement, on a atteint le même niveau de qualité que l'on a en Chine. Et aujourd'hui, on le déclare avec fierté, oui, ces produits sont faits à Madagascar. Et bon, il n'y a pas les collègues chinois qui sont là, mais il y en a même certains qui sont meilleurs que ceux qui sont faits en Chine. Donc, on est vraiment fiers des progrès qui ont été accomplis et de la qualité qu'on a atteint. Et puis, il faut dire, bon, on le déclare maintenant aussi bien ouvertement que c'est fait à Madagascar, parce que, bien entendu, de plus en plus, les interlocuteurs qu'on a sont sensibles aux lieux de production, aussi aux méthodes que l'on a au niveau RSE. Et sur cette partie-là, on a des projets à Madagascar qui sont au-delà de ceux qui sont faits en Chine. Donc, au fur et à mesure, le Made in Madagascar devient un label et un avantage, un argument commercial indéniable. Ce n'était pas le cas au début, ça l'est maintenant. I think both for Beyond Good and for Madagascar Coffee Company, Made in Madagascar is at the core of our marketing message. With coffee and with chocolate, origin matters. And it helps position us against other chocolate brands or other coffee brands that are blending globally. Because as it said in the video, especially in those specialty chocolate and specialty coffee, it's really about the unique flavors. And a coffee from Colombia, a coffee from Vietnam, a coffee from Brazil, a coffee from another country, Kenya, will not taste the same as a Malagasy coffee, nor will the chocolate. So you have a uniqueness of flavor. And so what you're trying to do is sell people on that rarity of flavor, on the quality. So that, to be honest, Malagasy chocolate has a very good reputation globally. Malagasy coffee has the opposite. For many, many years, there's not been formal exporters of coffee. They've exported, and when I first go to customers, they say, no, I've had Madagascar coffee, it's very bad. We say, okay, just do a dégustation. They try, and they say, wow, that is different. And it's all in the processing. It's all in the quality control. But for us, with Beyond Good,
We could really play on Malagasy cacao, because Malagasy cacao is known as one of the finest cacaos in the world. With Malagasy coffee, it's starting from zero. Okay, really, Madagascar has such a bad reputation with global buyers right now. So we have to fight to say, no, you have to understand, we're revitalizing this, we're doing it different, and please give us a chance. And when they taste, they're happy. So what we're trying to do is bring that mark back up, so that when we go to, or other exporters go to large coffee importers and they say Malagasy coffee, they say, wow, this could be good, let's try it. So I think that's how it plays differently in the two companies. Thank you, Ryan. Est-ce que Made in Madagascar fait vendre? Je réponds 100% oui. 100% oui. Pour nous, c'est vraiment le principe même de notre fonds de commerce. C'est-à-dire que, comme je dis à mon introduction, le mind to finger, ça veut dire la traçabilité totale du produit de la mine jusqu'au consommateur final. C'est même pas pour les marchés, c'est les consommateurs finaux parce qu'on s'adresse directement à eux. C'est fait ici à Madagascar. Ça fait que aujourd'hui, je peux savoir sur une bague qui m'a vendu la pierre qui est sur la bague, qui est le lapidaire qui l'a taillé, qui est le bijoutier qui l'a serti. Et au moment où nous allons vendre, en fait, 50% de la valeur de la pierre revient à la famille qui nous a fourni les pierres brutes. Donc ça, c'est vraiment notre idée de commerce, c'est de vivre et faire vivre. C'est-à-dire que nous, on reverse, c'est pas qu'on reverse, parce que c'est au moment de l'achat même que c'est déjà fixé. Donc, les gens, l'humain, les gens qui travaillent avec nous, notre famille Morebelli, tout ça, ça fait partie, et ça fait partie aussi de notre stratégie de vente. C'est-à-dire que dans le monde de la joaillerie aujourd'hui, les gens qui dépensent de l'argent pour acheter une pierre sur une bague, ils veulent savoir d'où ça vient. Est-ce que mon argent finance une guerre quelque part en Afrique? Est-ce qu'avec mon argent, des mauvaises choses se passent quelque part, ou est-ce que c'est bien? Et donc, beaucoup de maisons de joaillerie aujourd'hui se regroupent dans une association qui s'appelle le Responsible Jewelry Council, où ils essayent de justifier l'origine de leurs pierres et où ils essayent de justifier comme quoi ils sont vraiment éthiques et justes, mais ce n'est qu'une masque en réalité, parce qu'ils ne peuvent pas le savoir, parce que l'arrière du commerce est complètement opaque, alors que nous, on peut le faire et on est vraiment content de pouvoir offrir ça, et ça intéresse énormément les gens. Et ça fait partie de notre petite niche consacrée dans laquelle on évolue. Donc oui, 100% Made in Madagascar pour nous, c'est le principe même, et je suis heureux d'évoluer ici, et je ne pourrais pas le faire ailleurs, et je ne voudrais pas le faire ailleurs. Voilà, j'ai bien souligné tout ça, merci. Alors pareil, on est très fiers du Vita Malagas. Avant, je trouve que ça avait une connotation totalement péjorative. Quand on disait Vita Malagas, c'était vraiment genre c'est pourri. Je crois que maintenant, on a de plus en plus de preuves qu'on est capable de le faire. Et pas que dans notre domaine d'activité, mais dans plusieurs produits qui sont des produits de luxe sont faits à Madagascar. Et c'est une chance pour nous, je pense, de se positionner comme ça et de créer un branding Madagascar, de se positionner comme le hub de la production de luxe, mais de la production de luxe porteur de sens. Parce qu'il y a plein de pays qui savent faire du luxe. Nous, on pourrait être le pays qui sait faire du luxe, mais aussi qui sait avoir un impact et qui sait le prouver, comme la traçabilité de A à Z, ou l'impact réel sur les communautés. Parce que le but, c'est de dire, ok, je crois qu'effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, mais la manière de consommer, elle a changé. Les gens n'ont plus envie de consommer sans savoir, ils ont envie de consommer éthique, ils ont envie de savoir que s'ils achètent quelque chose, ben ça fait du bien quelque part. C'est pas des enfants qui travaillent, ils sont pas en train de travailler par terre, ils sont pas en train d'être exploités. Comment on participe, nous, à ça? Et c'est bien pour le consommateur et c'est surtout bien pour Madagascar. Alors après, Madagascar, il y a des défis, hein. Le plus gros, je crois, c'est ça, c'est d'allier qualité et industriel. C'est que nous, on a mis 10 ans, c'est facile. Il faut
premier défi, réussir à faire de la qualité. Et je vous assure que quand vous avez un client qui est une marque de luxe, le cahier des charges, il fait 200 pages. Et même quand on fait du produit main, on est à 1 mm près. C'est-à-dire qu'un point de raffia qui est fait à la main, donc c'est des mains qui bougent, il faut que ça soit exactement droit, comme avec une règle, et au millimètre près. Je n'ai pas dit 2 mm, 1 mm. Donc, c'est compliqué déjà de faire la qualité, mais après, il faut pouvoir le faire à échelle industrielle. Il faut pouvoir le faire en mode 1000 pièces par semaine. Et c'est ça toute la difficulté. Mais c'est pas impossible, on y arrive, et je trouve que le fait qu'on y arrive et qu'il y a des preuves que ça existe, eh bien, il faut vraiment maintenant positionner Madagascar comme ça. Merci beaucoup, je pense que c'est une très belle manière de finir ces questions. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Et on va passer la parole au public pour ceux qui veulent poser des questions. On va se donner une petite demi-heure pour les questions. Hi guys, my name is Manifa and I'm an architect. And I initially had a question for Ryan, but I think it also applies to Giuseppe and Aronas. In explaining your supply chain, you mentioned, I open the brackets, fair to farmers, and I close the brackets. How do you guys define that? So if I think in the example of coffee, okay, this is going to sound crazy from a business perspective, but there's two worlds of coffee here. There's Arabica and there's Robusta. And I'll answer for Arabica. There's not enough Arabica. I need to stimulate growth, okay? I need farmers to grow more Arabica. We pay 25 to 50% above the market price. We buy red coffee cherries rather than green coffee. And without going into all the details, to transform the coffee from red cherries to green coffee is 3 weeks of work. So I say, I'm going to pay you a higher price and you do less work. And they kind of look at me and they're like, are you serious? And I was like, but I'm only going to take the best coffee, the cherries. Okay? So if you have green cherries, yellow cherries, I don't take. Red cherries, I take. That's fine. And we're very exigeant on that requirement. More important than just price and paying in advance is my team is based there 12 months of the year. So what my team is doing is we're doing tree nurseries. So we're making sure that we have coffee trees with the right genetics and the right variety. Because if you just go to a pépinière and you buy Zanakazu Café, you're rolling the dice. You might be buying very bad coffee, and 4 years later you're going to find out that your coffee tree won't fruit. So we're doing all the work to make sure that they have the right variety, the right species. Then we're working with them on ombrage, in English, shade, fertilizers, agroforestry techniques, so they're not just monocropping coffee. And what we're trying to do is get their yields up. The average yield of our farmers last year was 100 grams of green coffee per tree. The global average is 500 grams. And if you're managing it well, you should be at 1 kilo. So if they're managing it well, we can 10x their production. So that's why I'm investing for my team to work with them. And what I hope is, over the next 2 years, they're improving productivity 10 times. They're making 10 times as much money. And I hope they're growing 10 times more coffee. So that's our investment and where I see a gagne-gagne, win-win situation. Should I answer in English or in French? Je vais répondre en français. Donc, nous, on n'est pas exploitant minier. Nous, on est juste dans la transformation. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de laisser le travail minier dans le secteur des petites mines, très petites mines, aux villageois qui sont propriétaires de ces terres et qui souvent ont un attachement spirituel avec ce qui sort de la terre. Pour eux, ils disent des fois, c'est les semences de nos ancêtres et que nous, aujourd'hui, on récolte. Donc, Montrébelie n'est pas du tout dans l'exploitation minière. On se place comme partenaire pour des gens avec qui on a des affinités, où on sait qu'il y a une forte potentialité, et peut-être on va les équiper en petit matériel. C'est vraiment complètement artisanal.
ces petites exploitations. Et nous, à la fin, on se place comme acheteurs pour les gens. Parce que souvent, les villageois, ils trouvent des très belles choses et à la fin, ils les vendent pour une bouchée de pain. Et donc, nous, on s'oppose à ça. S'il y a des gens qui font un travail dur d'aller chercher des trésors dans la terre, eh bien, on voudrait que c'est eux qui récoltent les fruits de ce travail. Et c'est pour ça qu'on a cette politique-là. Et à la fin, on se place comme acheteur, mais les gens, ils sont nullement obligés de nous vendre. On fait un peu, on les caresse dans le sens igual, on donne du matériel, on se fait plus beau. Et comme ça, s'ils trouvent quelque chose, ils vont peut-être accepter de nous le vendre. Mais ce n'est pas une obligation pour eux, et donc c'est vraiment juste un partenariat à même hauteur des buts. Farhana? C'est pareil pour Farhana. Bonsoir à tous, Francia Martinez. Merci pour ces partages très intéressants. Ma question sera portée sur toujours ce Vita Malagas, produire à Madagascar. J'assume que vous, tous les quatre, vous êtes fiers d'être à Madagascar et de représenter Madagascar. Mais au niveau de la paye, du recrutement et de votre équipe, est-ce que, parce que vous tous, vous produisez pour l'international, est-ce que ces gens que vous employez, nos confrères malagasy, sont payés aussi à l'international, ou est-ce que c'est une excuse justement de dire je vais produire à Madagascar parce que la main-d'œuvre est vraiment moins chère? Est-ce que pour garder aussi cette compétitivité, est-ce qu'ils ont des avantages un peu plus intéressants? Parce que vu que vos chiffres d'affaires sont sûrement plus onéreux que d'autres entreprises qui sont basées à Madagascar, comment se passe le recrutement et la paye en honneur à nos confrères malagasy? Ouais. Je pense que le fait que la main-d'œuvre soit bon marché à Madagascar, ça fait quand même de Madagascar un pays compétitif. Ça, c'est indéniable. Après, c'est à nous, chefs d'entreprise, tout à chacun, de voir, de décider comment il peut, s'il le veut, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, s'il veut avoir plus d'impact sur les communautés avec lesquelles il travaille. Nous, on travaille avec les femmes. L'esprit Feel Good, pourquoi on s'appelle les ateliers Feel Good, c'est qu'on a envie que les gens se sentent bien. On a envie que les gens ils se disent, si on travaille chez les ateliers Feel Good, on a un salaire, certes, comme partout ailleurs, mais en plus on va se sentir bien, on va avoir des avantages, on va avoir des formations sur l'éducation financière, peut-être que nos rêves vont se réaliser, peut-être qu'on aura un financement pour une maison, peut-être qu'on va danser tous les jours, peut-être qu'on va faire des fêtes, peut-être que nos enfants seront gardés, peut-être qu'on aura ces avantages parce que en fait, nous, on a envie que les gens choisissent de travailler avec nous. Notre rêve, c'est que les gens fassent la queue et qu'il y ait une liste d'attente parce qu'ils reconnaissent que chez Feel Good, c'est super chouette. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça compte pour nous. Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait que ça compte pour nous, mais ça, c'est notre mission. La mission de Feel Good, c'est l'autonomisation des femmes. On fait tout pour qu'elles soient indépendantes financièrement, parce que je suis persuadée que quand une femme est indépendante, elle a le choix de sa vie, de faire, de penser, de dire ce qu'elle veut, et surtout de lutter contre la violence faite aux femmes. C'est le meilleur moyen, le plus efficace qu'on ait trouvé. Mais je veux dire, c'est pas obligé. C'est chaque chef d'entreprise qui décide de faire comme il veut. Mais nous, ça fait partie de notre mission. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que chacun doit répondre à son tour de rôle ou... Alors je trouve, merci pour la question, je crains que c'est une question piège. Je ne vois pas comment c'est chez vous à la maison, mais est-ce qu'une femme de ménage chez vous à la maison, vous la payez 35 € de l'heure comme on fait en Europe? Je doute. Je pense que chez Morebelli, on a un niveau de salaire très très motivant et nous sommes vraiment contents de, comme j'ai dit tout à l'heure, vivre et faire vivre. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas profiter des rosiers que les autres, ils nous produisent avec une dure labeur. C'est en fonction, en fait, du savoir-faire de la personne.
un lapidaire, il ne peut pas avoir un même salaire qu'une directrice marketing ou une dessinatrice. Il y a un niveau de salaire à Madagascar, mais je suis sûr que nous sommes au-dessus de cela. Chez Morebelli, les salaires ils sont aussi toujours liés à la production, la productivité et la qualité du travail. C'est-à-dire, chez nous, les gens, ils ont un salaire de base, ils ont des primes de ponctualité, ils ont des primes des heures sup pour les samedis, et puis ils ont des primes sur la production. Et je pense que l'ensemble de notre staff, ils sont très heureux. La preuve, en 12 ans, on a eu une fluctuation chez Morebelli de peut-être 5 personnes qui ont déposé leur démission, uniquement. Et j'aimerais encore ajouter, on a aussi des Malgaches qu'on arrive à faire venir de l'extérieur pour rentrer à Madagascar pour travailler chez Morebelli. Donc on a Fiti qui était à Paris, et elle a fait des études en marketing, elle a travaillé chez LVMH, chez Rimoba, et puis on a réussi à la débaucher pour la faire venir à Madagascar. Aussi notre dessinatrice, la directrice créative, elle était à Bangkok, qui est notre place principale concurrente dans la production de la joaillerie. Et on a réussi à la faire rentrer à Madagascar pour travailler avec nous. Donc, je pense que le niveau salarial chez nous, comparé à Bangkok, on est aligné, vraiment. Hein. On est content de ça. Merci. En fait, c'est vrai, je reprendrai ce que Sepal dit, c'est qu'il y a un niveau de salaire qui est à Madagascar et il n'est pas le même que dans d'autres pays. Donc, c'est une réalité, mais aussi, c'est indéniable aussi que c'est un des facteurs attrayants ici, les niveaux de salaire. Après, c'est dans chaque entreprise qu'on fait la différence. Nous, il y a une logique économique, c'est qu'on investit tellement dans les gens, dans les personnes, qu'on a intérêt à ce que ces personnes soient fidèles et loyaux à l'entreprise. Donc, on est aussi obligé de les motiver, de les incentiver par notamment le salaire, mais aussi par un cadre de travail qui est agréable. Nous sommes en train de déménager vers une nouvelle usine actuellement, et on pense que c'est dans un cadre vraiment qui reflète le type de produit que l'on a, donc un cadre des produits premium, et qui incite aussi nos employés, nos collaborateurs à être plus loyaux à l'entreprise, plus fidèles à l'entreprise. Et bon, je pense, voilà, c'est ça. Et après tout, comme je vous ai dit, c'est qu'on est là parce qu'on a choisi d'être là. Donc, parce que ça a un sens. Donc, ce sens-là, il faut qu'il se répercute aussi au niveau de la rémunération, de la formation, avoir un impact fort ici pour que Made in Madagascar soit vraiment plus que le produit lui-même, que ce soit toute une philosophie qui soit derrière le label. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Swap. J'avais une question en fait. Quand il s'agit d'exporter, il y a souvent des normes à respecter, des certificats à avoir. Cela peut être très, très coûteux. Dans quel pays est-ce que vous me conseilleriez en fait d'exporter pour avoir des mesures restrictives plus simples? Est-ce que ça serait des pays en Afrique, des pays en Asie, des pays ailleurs? Et j'ai une deuxième question. Quels sont vos conseils pour en fait permettre à ceux qui sont basés à Madagascar de trouver des clients à l'étranger? Je ne sais pas dans quel secteur tu es. Pour moi, comme j'ai dit, le moment clé de ma carrière, c'était d'aller à l'extérieur et participer à des salons et des manifestations commerciales à l'extérieur.
Et là, je t'invite à explorer des nouveaux marchés. Si tu es dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans les Cachemires et que tu vas à Paris, peut-être ça va être difficile parce qu'il y a déjà 85 000 autres personnes qui le font. Donc il faut juste voyager, explorer des nouveaux marchés. Il y a beaucoup de recherches sur Internet à faire. Et puis si tu as un produit dont tu es sûr et avec un prix où tu sais que tu peux défier toute concurrence, à ce moment, il faut participer à des salons. Et c'est là vraiment que tu peux rencontrer des acheteurs potentiels. Alors, au début de ma carrière, je faisais les porte-à-porte des bijouteries en Europe pour essayer de vendre une pierre. C'était le pire cauchemar et l'humiliation de ma vie. Je ne ferai plus jamais ça. Et j'ai décidé à un moment donné d'inverser la sauce. J'ai fait en sorte que j'ai un produit qui est tellement intéressant que les gens viennent vers moi. Et c'est ça qui m'a fait marcher chez Morabelli. Voilà, c'est les conseils que je peux donner. In terms of finding the first customers, I really would say network and find brokers. People that have worked. I would try to find who you want to sell to and find somebody that has left there from their buy team recently and talk to them. And don't say, hey, will you be my broker? Just say, hey, you used to work at this place? I would love to sell. Could you talk to me about that? And if they like your story, if they like the product, they have to be confident in what they're selling, and hopefully they make a phone call for you. So our first customer was the former employer of my broker, because they trusted him, they knew him, and he said, this is good, this is great quality coffee. So it opened the door. Once I got the first customer, I could go tell everybody else. There's something in high school that, I don't know, maybe you guys had better luck than me, but never have a girlfriend. And then you have one girlfriend, and then the girls are like, hey, who's this? So it's like you need one customer. And once you get one customer, you can start telling on, I'm selling to them. And then they're like, oh, okay, I want to buy now too. So I would do whatever you can to get one customer with a good reputation. And then all of a sudden, others get interested. And even, my recommendation is, I would just do whatever you have to do to get that first sale. Because once you can start getting momentum, momentum builds momentum builds momentum. You have a story to sell. I'm selling in France. Oh, that's interesting. The Japanese buyer says, I want to buy now. Okay? But when you haven't sold anything, it's very hard. So I would find your ideal customer. I would find people that just left there, and I would say, please, will you talk to me about their requirements? And if they share that with you, maybe they'll even make a couple phone calls for you. But you've got to knock on doors, you've got to push. Selling is never a perfect science. It's more effort, and you probably get 10 no's for every one yes. So that's my experience at least. J'aimerais savoir, selon vous, quel est vraiment sur une échelle de 1 à 10, comment vous pourriez noter la perception de cet héritage, de ce savoir-faire malgache dont on a parlé tout à l'heure, sur les marchés internationaux, sur vos cibles, sur vos clients. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ce Vita Malagas, c'est vraiment un savoir-faire qui est connu ici à Madagascar. Dans ce que j'ai entendu aussi, dans ce que vous avez partagé tout à l'heure, c'est que vous avez réussi à mettre aussi l'accent sur des points importants, sur la traçabilité, sur la qualité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits et de marques malgaches à l'international, est-ce que vos clients savaient déjà qu'il y avait une valeur ajoutée, qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort dans cet héritage malgache? Et aujourd'hui, vraiment, véritablement, quels est vraiment les leviers, quelle est la perception qu'on peut avoir à l'international avec ces marques? If I try to answer that one first, I'll separate Madagascar and made in Madagascar. For food products, Madagascar has an exotic reputation, and it's really probably driven by vanilla. So you have Madagascar vanilla is the top vanilla, so it has a premium attribute to it. So you say Madagascar chocolate, Madagascar coffee, and people have a subconscious view of premium. Vita Malagash is a little bit different because I think US food companies
are used to US factories and food made by US workers with US food safety standards. And if you're going to export there will be twice the rigor in evaluating your product quality and evaluating all your certifications and standards. You have to be twice as good as a US manufacturer to succeed. Because there's a subconscious bias that, it's Madagascar. I don't know if I'll take that risk. So I think Madagascar as a brand is very high in the food category. Vita Malagache, you have to be very exigeant and you have to be better than your competition to build the trust of the buyers and the quality teams that are taking the risk to contract with your company. Je vois ça pareil. Je pense que l'héritage dont vous parlez, ça n'existait pas dans le monde de la joaillerie ou dans l'art de la taille de la pierre à Madagascar, puisque c'est très très artisanal jusqu'à présent. Donc Madagascar, on entendait parler, il y a des pierres, papi, papa, mais en réalité dans les pierres aussi, il y a un label, c'est-à-dire que le rubis, les gens ils rêvent d'un rubis diamant, l'émeraude, ils veulent un émeraude colombienne, et les saphirs, ça doit être les saphirs de Cachemire. Donc quand j'ai commencé, Madagascar, c'était vraiment comme un trou noir sur la carte de la gémologie, de la joaillerie. Ça n'existait vraiment pas à l'extérieur. Je parle bien aux yeux des gens dans les mondes professionnels. Et donc, quand on a commencé à tailler, montrer et monter les bijoux, etc., les gens ils commencent à dire « Ah, ce truc est joli ». Et puis, dans les pierres aussi, on utilise des certifications et on a eu des émeraudes malgaches qui ont été certifiées par des laboratoires suisses et colombiens. Là, c'est mais c'est comment colombien? Non, ça vient de Madagascar, madame. Et en fait, aujourd'hui, les pierres de Madagascar sont reconnues dans le monde entier en étant vraiment les meilleures pierres qu'on peut trouver. Les saphirs bleus Cachemire qui coûtent 100 fois plus que tous les autres saphirs, eh bien, les saphirs de Madagascar ont été certifiés Cachemire, alors qu'ils sont originaires de Madagascar. Et je pense que avant l'industrie à Madagascar, c'était plutôt l'exécution. C'est des zones franches, des commandes pour des fringues, des trucs. Là, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce qu'on est en train de changer ça. Aujourd'hui, on prend des matières primaires de Madagascar, on les transforme ici et on est émancipé de se dire on produit sur une marque. Non, on crée une marque malgache et on se montre dans le monde et les gens ils sont vraiment étonnés de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Et donc, avec cette fierté de lancer des produits et des marques malgaches, comme a dit Parana, pourquoi LVMH ne peut pas exister à Madagascar? Pourquoi on ne peut pas créer une marque de luxe faite à Madagascar? Il n'y a aucune raison. Et donc, on est en train de changer ces choses parce qu'on se lance sur le marché avec des produits de très haute qualité, comme il a dit Ryan, au-delà de ce qu'on voit ailleurs. Et les gens, ils sont complètement étonnés de découvrir ça. Donc, je pense que c'est une transformation qui est en plein cours. Et j'espère qu'on va inspirer plein d'autres et qu'un jour, on a vraiment une industrie de luxe ici florissante. Voilà. C'est vraiment ça. Je pense que c'est en train de se transformer doucement. Et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour créer ce branding Madagascar. Parce qu'avant, c'était vraiment... que la production, mais sans l'impact aussi. L'impact, c'est très important de se positionner comme vivier qui sait faire de la production à impact. Et nous, on a des tonnes d'audits, enfin quand on travaille avec des marques comme le groupe LVMH ou d'autres groupes, Richemont, Kering, on est grévé d'audits qui sont à notre charge, et parce que les gens savent pas trop en fait, Madagascar, ils connaissent pas trop. Et moi, j'ai remarqué que c'est quand ils nous visitent, quand les gens viennent, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois pour qu'ils viennent, quand ils voient les ateliers, qu'ils voient les conditions de travail, qu'ils voient l'esprit feel good, comme dans la vidéo, quand l'ambassadeur est passé, et il a vraiment ressenti ça, et c'est ça qu'il faut véhiculer davantage. Et c'est un énorme exercice de communication, effectivement, qui va nous permettre de donner cette image, cette nouvelle image de Madagascar. Oui, en ce qui me concerne, dans le monde de la miniature pour collectionneurs, en fait, Madagascar n'existait pas sur la carte.
C'était pas un endroit où il y avait de la fabrication. Et donc cette réputation, cette image, elle s'est améliorée au fur et à mesure. Certains clients au début nous regardaient avec étonnement, avec scepticisme, lorsque nous leur avons annoncé qu'on fabriquait à Madagascar. Mais ce scepticisme s'est transformé assez rapidement en enthousiasme. Et effectivement, à partir du moment où ils viennent ici, c'est là qu'il y a un capital supplémentaire qui se déclenche, parce qu'au-delà de la qualité, ils voient les infrastructures, ils voient les personnes, ils voient vraiment de visu cet esprit du Vita Malagas. Et beaucoup de nos fournisseurs ou des clients considèrent maintenant de fabriquer sur Madagascar. Donc je pense que c'est important aussi, comme Farhana le disait, qu'on soit plus nombreux à être des ambassadeurs de du Made in Madagascar dans le premium, dans le luxe. Parce que ça fait un effet boule de neige. Je pense qu'on va prendre 2 dernières questions pour donc Karine. Est-ce que quelqu'un... Voilà, 2, 3. Bonsoir, Karine Golessi. Alors, j'ai bien entendu, on développe une culture d'entreprise et ici à Madagascar c'est important parce que justement on a besoin de fidéliser. Ça c'est en amont et moi j'aimerais savoir en aval, du coup, avec la position que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez créer une sorte de pool, comment dire, alors pas un pool mais un groupement on va dire, dans chacune de vos activités qui permettent aux TPE de dépasser ces fameux challenges, notamment au niveau de tout ce qui est agrément et ainsi de suite, qu'on soit dans le milieu des épices, qu'on soit dans le milieu du textile, joaillerie, je ne connais pas, mais je veux dire, il y a quand même un parcours du combattant pour une TPE quand elle veut exporter. Est-ce que vous pouvez, avec votre expérience et ce que vous avez acquis aujourd'hui, être à l'initiative de groupements qui permettraient à ces TPE de se joindre à vous et peut-être je sais pas moi, de raccrocher les wagons grâce à votre marque pour aller plus facilement vers un marché asiatique, américain ou autre. Comme ça renforcerait une solidarité aussi au niveau des entrepreneurs. Et en plus, je rajouterais que le secteur public repose beaucoup sur le secteur privé, donc autant s'entraider. Est-ce que c'est envisageable pour vous? Est-ce que vous le faites déjà? Ou alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse démarrer ce genre de groupement, je dirais pas solidaire, mais en tout cas un groupement qui permette aux petites structures de se raccrocher à celles qui avancent bien? Merci. Avant que vous répondiez, je pense qu'on va écouter les 2 dernières questions pour pouvoir maîtriser le temps. Donc déjà, merci beaucoup pour ces discussions très enrichissantes. Moi, c'était vraiment juste une question très simple. C'est quoi aujourd'hui la répartition de vos ventes à l'export et localement? Donc, I think for Ryan, it might be a different question. Do you have ambitions to move away from the scope of the US and to expand into other markets? Bonsoir. Oui, ma question c'est quels sont selon vous les secteurs où les marques malgaches ont le plus de potentiel à l'export? Alors pour les groupements, je vois que dans le monde des pierres, il y a beaucoup de groupements, etc. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est de marcher vers l'avant et d'inspirer les autres. Je vois que un des 5 gars qui a démissionné chez moi, c'était un certisseur. Il est venu un peu, je le soupçonne, je lui en veux pas, d'apprendre les techniques. Et aujourd'hui, il s'est mis à son propre compte. Et je les vois, on reste toujours des bons amis et il réussit très très bien. Et il a son propre atelier, sa petite boutique à Itos et il poste sur Facebook. Et c'est ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Et je pense que c'est ça. On ne peut pas forcer par-dessus les gens d'être créatifs, de travailler, de faire un produit de qualité. Il faut que les gens ils voient, ils se disent ah, moi je peux faire ça aussi. Et puis on s'est fait copier. Et quand on s'est fait copier, les gens ils ont aussi un but, ils disent ah je veux faire comme Morébelli. Et donc c'est un moteur en fait de créativité et de productivité, selon moi, beaucoup plus efficace que de dire oui on fait un groupement et l'autre il dit ouais moi aussi mais il fait n'importe quoi donc il peut pas réussir en fait. Ça doit venir vraiment de l'intérieur. Il faut qu'il y ait des gens qui donnent les bons exemples
et qui motive et qui inspire, et les autres qui ont envie de s'en sortir, ils vont imiter, et c'est ça qui crée après un dynamisme. Ça, c'est mon point de vue. Je dirais pareil. En fait, donner des conseils, je trouve que ça peut être très vite inutile parce que ça dépend vraiment de la personne, comment elle va faire les choses. Et des groupements, on fait déjà partie de plusieurs groupements et je trouve que par contre, ce genre d'event-là, ça sert beaucoup parce que du coup, on peut faire un partage d'expérience et répondre directement aux questions. Ça, on est toujours ouvert et évidemment d'être dans la solidarité et d'aider les autres. Maintenant, moi, j'aime bien cette idée d'être copié. Parfois, on me dit, oh là là, t'as vu, l'autre, elle fait exactement comme toi en termes d'impact, elle aide les femmes et tout. Je dis, mais tant mieux, quoi, aidez tous les femmes. Positionnez tous, vous, en tant que spécialistes de l'autonomisation des femmes, puis on aura plus de femmes autonomisées, en fait. Tant mieux, en fait. C'est ça, c'est peut-être d'inspirer et c'est même pas d'inspirer parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas des modèles, hein, on galère tous les jours. Je crois qu'il n'y a personne ici qui peut dire qu'il galère pas. On a des gros challenges tous les jours, on s'énerve tous les jours, mais c'est d'essayer. Non, toi non. Je crois qu'elle n'est pas d'accord. Non, mais donc voilà, c'est d'essayer de faire au mieux, nous, et puis de montrer que c'est possible, parce que si on l'a fait, c'est que vraiment tout le monde peut le faire, hein. On n'a rien d'exceptionnel, c'est que c'est possible à Madagascar, tout simplement. Et pour la question export, pour moi c'est 100%, 100% l'export. Je vais répondre à la question export d'abord aussi, pour nous c'est 100% export. Ensuite, par rapport à créer, je sais pas, un nouveau groupement pour favoriser ou pour aider les TPE à exporter, je pense pas qu'il faille créer d'autres groupements. Il faut peut-être mieux utiliser ou utiliser de façon plus intense encore les groupements qui existent actuellement et notamment encourager les échanges comme ceux qu'on a ici pour faire savoir déjà les métiers que l'on a, enfin les métiers que l'on développe ici, et pour pouvoir aussi collaborer davantage avec des TPE. Nous-mêmes, si ces TPE savent les métiers sur lesquels on travaille, peut-être qu'il y a des opportunités de collaboration. On sait qu'il y a encore beaucoup même si on développe ici la valeur ajoutée, la fabrication, il y a des choses qu'on est obligé encore d'importer et il se peut que ce soit des choses qui peuvent être fabriquées ici, mais qui n'est pas notre cœur de métier. Donc, au niveau de la diffusion de l'information, je pense que c'est important. Et soyez curieux, essayez de chercher aussi quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter en collaborant dans un premier temps avec les structures qui sont déjà existantes. Et ça peut effectivement être un tremplin après pour partir sur l'exportation. I don't have a lot to add about the groupement question because I'm really Simai groupement. I'll admit, I like working for myself because I like jeans and a t-shirt, I like my coffee, and I like farmers. That's what I'm very good at. And I love when I have a problem to know people, so it's not that I don't like people. But we sit, we have a coffee, we talk about ideas. But personally, I get nervous, so it doesn't work for me. But if it works for everyone else, please do it. On markets and our export, so I should specify we do two types of export. We do café vert, which we sell to roasters who are going to roast and sell their roasted coffee. And then we do roasted coffee. I only do roasted coffee to the US, and I'll explain why. Well, two reasons. People purchase green coffee because they want it roasted fresh, so they want to consume within 2 to 4 weeks. In every country drinks their coffee different. And it's something I've really fascinated about coffee. Everybody has a coffee that they think is the best coffee, but no two people will agree. Okay? It's like we go to Colbert and we order ice cream.
Everybody gets a different ice cream. It's all ice cream, but it's vanilla, strawberry, caramel, okay? So I know the US market quite well. I know how coffee is consumed, I know the roast profiles, we know how to communicate it. So that's why I focus there. I have a friend who wants to export to Italy. They love to burn their coffee. I don't like it, but it's okay. The customer likes it. We'll burn their coffee and we'll send it to them. It's different roast profiles, it's different ways of preparation. So I know the US market quite well, so we'll send it roasted coffee there. We'll expand over time if we find customers that work with us on developing that, but today we have to focus on what we know. This sector best ready for growth? I'm an optimist. Madagascar has so much opportunity, and I love the opportunity. When I stepped out of Beyond Good, I loved Beyond Good, but I wanted to do something on my own. I spent 12 months just looking at different opportunities, and I found coffee because I think it's very hard, but very high potential. But I think you need to find what motivates you, because building a company, you need a market, but you need perseverance. So you need to do something that you love, because when you have 10 problems in a day, you need to be motivated to get through all 10. So, sorry, that's skipping your answer, or your question, but I would find something that motivates you to get up every day, and grow your company. Merci à tous. Je pense que notre événement d'aujourd'hui répond vraiment à la principale question en fait que le JPM pose surtout aux jeunes patrons de Madagascar. Est-ce qu'on a raison de rester à Madagascar et est-ce qu'on a notre place ici? Et en fait, des événements comme aujourd'hui nous prouvent que oui, qu'on a encore des raisons d'espérer, de croire en Madagascar et d'être optimiste. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir très très fort Parana, JP, Ryan et Bruce. Et on va remettre la musique et puis on va se parler et puis bonne soirée à tous.